Des policiers qui enquêtent sur la disparition d'une femme dans l'Iowa disposent d'un suspect important. Mais pour prouver sa culpabilité, ils devront d'abord identifier le torse d'une personne découvert dans le Mississippi. En Ohio, sur un chantier de construction, on déterre une tombe. Un cercueil de fortune et des ossements humains sont tout ce dont les enquêteurs disposent pour retrouver le meurtrier. Un agent de police de l'Illinois fait une découverte macabre au bord d'une route. Les détectives devront tenter de résoudre cette enquête à partir des dents de la victime. Certains tueurs croient qu'ils ne laissent aucune trace d'eux-mêmes ou de leurs victimes. Mais les experts en criminalistique ont heureusement trouvé des façons de déchiffrer leurs cartes de visite en analysant les indices qu'ils ont gravés à jamais. Située au bord du fleuve Mississippi, Davenport est une petite ville paisible de pêcheurs. Mais le 18 mars 1983, la police reçut la visite d'une citoyenne inquiète, Marianne Roth. Cette dernière cherchait son amie, Joyce Clint. Elles s'étaient parlé au téléphone plus tôt le même jour et avaient prévu passer l'après-midi ensemble. Mais Joyce n'était pas au rendez-vous. Elle vivait des moments éprouvants depuis quelques semaines. Son mariage ne fonctionnait plus, son mari Jim et elle projetaient d'entamer des procédures de divorce. Selon Marianne, Joyce était une mère dévouée. Ce n'était pas du tout son genre de disparaître ainsi sans laisser un mot. C'était surtout à cause de son fils Bart qu'elle tentait de sauver son mariage. Mais Joyce se méfiait de son mari. Marianne remit à la police un enregistrement que Joyce avait fait quelques jours avant de disparaître. Elle comptait se servir de cette cassette dans l'éventualité où elle devrait comparaître en cour pour le divorce. L'enregistrement était en fait une conversation compromettante entre elle et son mari. On pouvait l'entendre affronter Jim à propos de l'argent qu'il gagnait au noir dans sa clinique de chiropractie. Se sentant menacé, Jim avait rétorqué que si jamais elle le dénonçait, il l'étoufferait avec un oreiller, puis il la découperait en morceaux. La discussion était véhémente, mais les policiers ont l'habitude d'entendre de telles menaces lorsqu'un couple envisage le divorce. Pour les enquêteurs, il semblait plus probable que Joyce ait décidé de quitter la ville. L'enregistrement était en sécurité chez son amie Marianne. Elle pouvait donc disparaître en attendant sa comparution. Cette hypothèse fut corroborée le lendemain. Les amis de Joyce découvrirent son véhicule garé près de l'aéroport. À l'intérieur, il n'y avait aucune trace de lutte. Rien de louche. Joyce semblait être partie de son plein gré. Le caporal Jerry McCabe de la police de Davenport travaillait sur cette enquête. Au départ, cela semblait avoir été causé par une dispute et qu'elle avait décidé de s'éloigner de son entourage pour un moment. Mais devant l'insistance des amis de Joyce Clint, les policiers décidèrent d'enquêter au sujet de sa disparition. Ils rendirent visite à Jim Clint. Jim admit que Joyce et lui s'étaient disputés le matin du 18 mars. Il était sorti à toute vitesse pour tenter de se calmer et s'était rendu à la marina où son bateau était amarré.
Comme la rivière était en crue, il avait décidé de ne pas prendre son bateau. Il était donc rentré à la maison après l'avoir mis en sécurité. À son arrivée, il avait constaté que Joyce était partie avec tous ses vêtements et 4 000 $ qui lui appartenaient. Les détectives vérifièrent son alibi. La gérante du restaurant confirma avoir vu Clint vers 11 h ce matin-là. Elle l'avait aperçu en train de mettre des sacs à ordures dans son bateau. Il était ensuite parti en bateau pour revenir un peu plus tard et repartir à nouveau. Cette déclaration ne concordait guère avec l'alibi de Jim. Les détectives décidèrent d'examiner le passé du chiropraticien. Ils ne tardèrent pas à découvrir que ce dernier buvait beaucoup et qu'il était bien connu pour ses aventures extra-conjugales. Il avait même eu une liaison avec une de ses patientes. Les détectives décidèrent d'interroger cette dernière pour en apprendre un peu plus à son sujet. Selon la patiente, le jour de la disparition de Joyce, Jim l'avait invitée vers midi. Il avait une surprise pour elle. Il lui avait annoncé que Joyce avait finalement accepté de divorcer et qu'elle avait quitté la ville. Ils pourraient enfin vivre ensemble. Le fait que Joyce ait menacé Jim de révéler ses fraudes fiscales et qu'il entretenait une liaison fournissait aux enquêteurs le mobile du meurtre. Mais sans preuve formelle de l'éventualité d'un crime, on ne pouvait qu'émettre des hypothèses. Le 15 avril, près d'un mois après la disparition de Joyce, le Mississippi allait à son tour fournir un indice. À quelques kilomètres au sud de Davenport, des pêcheurs remarquèrent un objet flottant dans les eaux du fleuve. En s'approchant, ils constatèrent qu'il s'agissait de restes humains. Ils quittèrent les lieux rapidement pour téléphoner au service d'urgence. Les policiers se rendirent sur les lieux et sortirent le corps des eaux du fleuve. Il s'agissait en fait d'un torse de femme à partir du nombril environ jusqu'aux cuisses. Il était difficile de comprendre pourquoi on avait découpé une victime aussi froidement, même pour les policiers les plus expérimentés. L'autopsie permit au médecin légiste de déterminer qu'il s'agissait d'une femme de race blanche et qu'elle se trouvait dans le fleuve depuis un minimum de 2 semaines et un maximum de 4 mois. D'après les marques laissées sur le corps, on avait utilisé une scie mécanique pour découper cette partie du torse. Les enquêteurs avaient en mémoire les menaces de mort proférées par Jim à l'égard de Joyce sur la cassette. Se pouvait-il qu'il s'agisse du corps de la jeune femme? La preuve qu'il avait commis un meurtre était loin d'être établie, mais tout d'abord, il faudrait tenter d'identifier le corps. Cela risquait d'être difficile. Les policiers firent appel à l'anthropologue judiciaire Clyde Snow de l'Université d'Oklahoma. L'approche de Snow est très simple. Nous examinons le squelette avec ses 200 os et ses 32 dents et nous tentons de répondre à 2 questions. Qui est cet individu et comment est-il mort? Snow peut dresser le portrait de la victime à partir de quelques os seulement. Ce tronçon de torse lui révélait énormément d'informations. Pour déterminer l'âge de la victime, par exemple, il examina le bassin, plus précisément
la symphyse pubienne. La surface de cette articulation change beaucoup avec les années. Chez les jeunes femmes, on peut observer des sillons profonds et comme des stries. Puis cela disparaît graduellement à 20, 30, 40 ans et au-delà. La surface devient complètement lisse à mesure que l'âge avance. Snow put déterminer que la victime avait entre 26 et 34 ans. Il étudia ensuite la dimension du bout de la cuisse et de l'os de la hanche, et il en conclut qu'elle mesurait entre 1,50 m et 1,65 m et pesait de 56 à 63 kg. Joyce Clint correspondait à cette description, mais elle n'était pas la seule. Des dizaines d'autres femmes disparues y correspondaient elles aussi. Les policiers devraient d'abord réduire le nombre de victimes potentielles pour découvrir à qui appartenait ce torse. Dans l'Iowa, la police de Davenport enquêtait sur 2 cas, la disparition de Joyce Clint et la découverte d'un torse humain dans les eaux du Mississippi. Les enquêteurs croyaient que ce torse était celui de la jeune femme et que son mari, Jim, était l'auteur du meurtre. Cependant, ils ne pouvaient pas passer aux accusations tant qu'ils n'auraient pas formellement identifié la victime. Grâce à la description de la victime fournie par l'anthropologue judiciaire Clyde Snow, le lieutenant de police David Kern fit une recherche par ordinateur de toutes les femmes disparues dans la région. Il obtint une liste de 17 noms. Les policiers parvinrent à en éliminer 8 qui n'avaient disparu qu'après la découverte du torse. 2 autres victimes avaient été retrouvées depuis et 3 ne correspondaient pas à la description de Snow. Quand nous en avons eu terminé avec cette recherche, il nous restait 4 personnes et Joyce Clint en faisait partie. Les policiers rendirent à nouveau visite à Jim Clint. Cette fois-ci, cependant, ils étaient munis d'un mandat de perquisition. Dans son garage, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Il y avait une scie mécanique dont la largeur de la chaîne concordait avec les marques trouvées sur le torse de la victime. Les experts appliquèrent sur la scie un liquide spécial. Celui-ci vire au rose en présence de sang. Et il n'y en avait pas une goutte. Ou Jim Clint était très habile, ou alors le torse découvert dans le Mississippi n'était pas celui de Joyce. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir, poursuivre les analyses pour tenter d'identifier le torse. En 1983, l'analyse d'ADN n'existait pas encore, mais il y avait cependant de nouvelles façons d'identifier un individu grâce aux marqueurs génétiques présents dans les enzymes du sang. On préleva des échantillons du sang de Jim Clint et de son fils Bart. Une comparaison avec le sang de la victime permit de conclure qu'il y avait un lien génétique entre cette dernière et Bart. D'autres analyses permirent de tirer les mêmes conclusions avec le sang des parents de Joyce Clint. Cette information à elle seule n'était pas suffisante pour prouver l'identité de la victime. Mais sur les 4 femmes disparues, seule Joyce Clint correspondait à la fois à la description physique établie par l'anthropologue Clyde Snow et à la description génétique fournie par les analyses sanguines. La conclusion était évidente.
Le torse était donc celui de Joyce Clint. Et tous les indices démontraient que son mari Jim en était le meurtrier. Il était sur le point de tout perdre, car sa femme, Joyce, en avait assez. Elle avait décidé de le quitter. Et l'aventure avec sa maîtresse était le mobile du meurtre. Il s'est sans doute dit qu'une fois Joyce éliminée, il serait plus heureux. Jim fut arrêté et accusé du meurtre de sa femme. La police croit qu'il est passé à l'acte dans la matinée du 18 mars. Après avoir tué Joyce dans la maison, il se serait rendu dans un secteur isolé pour la démembrer à l'aide de sa scie mécanique. Il a utilisé son bateau pour se débarrasser du corps et de la scie. Puis il a conduit sa voiture à l'aéroport pour mettre les policiers sur une fausse piste. Pendant tout le procès, il a clamé son innocence, mais le jury l'a trouvé coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à 50 ans d'incarcération. Clint croyait que le fait de démembrer sa victime empêcherait la police de procéder à son identification. Dans l'Ohio, un meurtrier avait tenté de cacher son horrible secret en l'enterrant. Le 20 juin 1990, dans la petite ville d'Elyria, au nord de l'Ohio, un ouvrier fit une découverte étonnante en creusant. Son bulldozer frappa un objet solide enterré à quelques mètres de profondeur. C'était une boîte de bois. En s'approchant pour examiner plus attentivement sa découverte, une odeur nauséabonde l'envahit. Il comprit alors qu'il avait déterré une tombe clandestine et appela la police. Le lieutenant Dan Jekyll, du service de police de Elyria, fut immédiatement dépêché sur les lieux. À cause du chantier, la scène du crime avait été quelque peu altérée. Nous étions très inquiets pour les indices. Le bulldozer les avait repoussés. Il y avait des morceaux çà et là et du bois à 25, 30 ou 40 mètres de la scène dont nous devions pourtant assurer l'intégrité. Ce début de fouille du chantier ne leur permit malheureusement pas de trouver des indices sur l'identité de la victime. Après quelques heures, le corps en état de décomposition avancée et enveloppé dans des sacs à ordures fut enfin sorti de la fosse. En dépit de leurs efforts, les experts n'avaient pas trouvé d'indices sur l'identité de la victime. Avant de commencer l'enquête, il fallait d'abord l'identifier et découvrir comment elle s'était retrouvée à cet endroit. La police fit appel au professeur d'anthropologie Owen Lovejoy de l'Université d'État de Kent pour répondre à cette question. Je me suis rendu sur les lieux, j'ai examiné le corps et recueilli certains échantillons. Mon mandat était de fournir le plus d'informations possible à propos de cette victime. À en juger par la forme et la condition de l'os pelvien, la victime était une femme d'environ 28 à 30 ans. Un examen des proportions et de la forme du crâne permit de déterminer qu'elle était de race blanche. En mesurant la longueur de ses os, Owen Lovejoy découvrit à sa grande surprise qu'elle mesurait environ 1,90 m. Grâce à son travail, les détectives disposaient à présent d'une description physique de la victime.
C'était à eux maintenant de découvrir de qui il s'agissait. Tout d'abord, on se mit à examiner tous les cas non résolus de personnes portées disparues. Malheureusement, aucune d'entre elles ne correspondait à la description du corps enterré. Les détectives concentrèrent leurs efforts sur le seul autre indice en leur possession. Les chances étaient minces, mais c'était la seule piste de recherche. Ils firent appel à un dessinateur pour faire un croquis du coffre qui avait servi de cercueil. Ils le firent ensuite publier dans la presse locale avec la description de la victime. Quelques jours plus tard, ils reçurent l'appel d'une femme qui avait reconnu le coffre. Elle l'avait vu dans l'appartement de son amie, Sandra Stoller. Elle déclara à la police que Sandra avait disparu 3 ans plus tôt sans même lui dire au revoir. Elle ignorait ce qui avait pu arriver à son amie, mais elle avait au moins fourni une information importante. Tout comme la victime trouvée sur le chantier, Sandra mesurait 1,90 m. Les policiers n'étaient pas encore sûrs qu'il s'agissait de la même personne, mais pour l'instant, c'était leur unique piste de recherche. Ils retracèrent l'oncle et la tante de Sandra qui vivaient dans le secteur. Comme l'ami qui avait reconnu le cercueil, ils n'avaient pas vu leur nièce depuis 3 ans. Selon ces derniers, peu avant sa disparition, elle avait renoué avec son ex-mari, Doug Hartman. Au début de leur mariage, il avait été un mari aimant et attentionné, mais avec les années, il était devenu de plus en plus violent à son égard. Sandra l'avait alors quitté, mais Doug voulait renouer à tout prix. Malgré les avertissements de sa famille, Sandra avait décidé de lui donner une seconde chance. Personne n'avait entendu parler d'elle depuis lors. Maintenant, les détectives espéraient connaître la suite des événements. Ils retracèrent la propriétaire de l'appartement où elle vivait avant de disparaître en 1987. Apparemment, sa réunion avec Doug avait été de courte durée. Elle vivait seule. La propriétaire se rappelait que les circonstances entourant son départ étaient étranges. En décembre 1987, elle avait aperçu un homme en train de sortir les meubles de Sandra et les mettre dans un camion loué. La propriétaire n'avait jamais vu cet homme auparavant. Elle n'avait pas revu Sandra le jour du déménagement ni par la suite. La jeune femme avait quitté son appartement sans un mot d'adieu. Il était vraisemblable de penser que l'homme qui avait déménagé ses meubles était Doug Hartman. Les policiers se rendirent à l'entreprise de location du camion. Ils examinèrent des centaines de reçus qui remontaient à 3 ans. Sur un reçu de décembre 1987, ils trouvèrent enfin ce qu'ils cherchaient. On pouvait y lire le nom de l'ex-mari de Sandra, Doug Hartman. En Ohio, les détectives d'Elyria avaient de bonnes raisons de croire que le corps découvert sur un chantier était celui de Sandra Stoller. Ils soupçonnaient son ex-mari Doug Hartman de l'avoir tué. La nouvelle de l'enquête à propos de la disparition de Sandra Stoller se propagea rapidement. Un directeur de banque de la région appela la police.
lui aussi cherchait Sandra. Elle avait cessé de payer la location de son coffret de sûreté. Les policiers obtinrent un mandat de perquisition. Dans le coffret, ils découvrirent les papiers de divorce de Sandra, son testament, des diamants et des bijoux en or. Il ne s'agissait pas du genre de choses qu'on oublie, à moins de ne pas en avoir le choix. Cela n'a fait que renforcer l'hypothèse que la dépouille qui avait été découverte sur Shaden Road était bien Sandra Stoller, mais je devais le prouver. Les policiers manquaient malheureusement d'outils pour parvenir à leur fin. Ils décidèrent d'introduire le numéro de sécurité sociale de Sandra dans le système informatique de la police en espérant trouver quelque chose. Ils eurent un coup de chance. Sandra avait eu un accident de voiture peu de temps avant sa disparition. Le rapport mentionnait qu'elle avait été conduite à l'hôpital et qu'on avait alors pris des radiographies. C'était la piste que les détectives attendaient. Quand j'ai découvert qu'une radiographie avait été prise, je savais que cela nous aiderait à résoudre l'enquête. J'ai appelé Owen Lovejoy et ce dernier m'a dit que si nous pouvions obtenir l'original de cette radiographie, nous pourrions peut-être identifier la dépouille. Les policiers se rendirent à l'hôpital et réquisitionnèrent les radiographies de Sandra Stoller. Ils pourraient enfin procéder à des comparaisons. Ils demandèrent à nouveau l'aide de l'anthropologue Owen Lovejoy. Au début, lorsque nous avons examiné le squelette et que nous l'avons comparé à la radiographie, nous avons remarqué une série de caractéristiques peu fréquentes. L'une d'entre elles était le fait qu'elle n'avait que 11 côtes, plutôt que 12. C'est une anomalie plutôt rare. L'autre était qu'elle avait subi une fracture à la clavicule droite. Ces deux mêmes caractéristiques avaient été observées sur les ossements dont nous disposions. Ces preuves étaient très révélatrices, mais il était encore trop tôt pour passer aux conclusions. Lovejoy devait maintenant examiner les détails que recelaient les os. Des petites caractéristiques appelées trabécules sont aussi uniques qu'une empreinte digitale. Pour effectuer sa comparaison, Lovejoy commença par radiographier les os à l'aide d'un appareil puissant qui produit une image à haute résolution. Une fois ce travail effectué, il compara les trabécules une à une. Nous avons découvert que la correspondance était parfaite. Il n'y avait aucun doute possible. Nous étions en présence de la dépouille de Sandra Stoller. La victime avait enfin un nom. Les détectives devaient maintenant identifier et prouver le mobile du crime. Ils fouillèrent dans ses rapports financiers et trouvèrent la réponse. Peu avant sa disparition, Sandra avait hérité de 100 000 $ suite au décès de sa mère. Elle avait constitué un fonds de 50 000 $ auprès d'une mutuelle de placement et vivait des intérêts. Mais dans une lettre signée de sa main et datée après le meurtre, elle demandait que ses avoirs financiers soient transférés dans un compte à Fredericksburg, en Virginie. Le compte était au nom de Doug Hartman. Sandra Stoller avait été tuée pour son argent. Grâce au relevé bancaire et au mandat, j'ai pu retracer 51 000 $ qui se trouvaient dans le compte personnel de Doug Hartman. Je disposais d'un mobile. Doug fut conduit en Ohio pour y subir un interrogatoire. Lorsque les enquêteurs lui présentèrent leurs preuves, il s'écroula. Il passa aux aveux en ajoutant qu'il s'agissait d'un accident. Les policiers doutaient de la véracité de ses déclarations.
Après avoir tué Sandra et enterré son corps, Doug s'était enfui en Virginie et il avait transféré tout son argent dans son compte personnel. Le jury mit moins de 6 heures à trouver Doug Hartman coupable de meurtre au premier degré, de traitement abusif d'un cadavre, de falsification de preuves et de vol. Il fut condamné à la prison à vie. Le corps de Sandra Stoller était enterré depuis 3 ans, mais les policiers sont tout de même parvenus à résoudre ce meurtre à partir de ses ossements. Dans l'Illinois, des détectives disposeraient d'encore moins d'indices. L'autoroute 55 qui relie Chicago à Springfield est sans doute la plus fréquentée de l'Illinois. On y voit des agents de police faire régulièrement leur patrouille pour arrêter les automobilistes qui font des excès de vitesse. Mais le 10 mars 1986, ce n'est pas la vitesse d'un conducteur qui retint l'attention d'un agent. Il y avait quelque chose qui brûlait au bord de l'autoroute. En s'approchant du brasier, l'agent eut l'impression qu'on avait mis le feu à un mannequin. Mais à mesure qu'il se rapprochait, il se rendit compte que c'était beaucoup plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Il s'agissait des restes calcinés d'un corps humain. Après avoir éteint les flammes, il communiqua avec la centrale pour qu'on lui envoie des renforts. Le lendemain matin, des experts de la division des enquêtes criminelles de l'Illinois étaient sur les lieux à la recherche d'indices. Il n'y avait guère d'informations sur l'identité du meurtrier. Le seul indice éventuel consistait en une série d'empreintes de pneus sur le sol. Malheureusement, sur cette autoroute très fréquentée, les empreintes pouvaient provenir de n'importe quelle voiture. Les experts firent un moulage de plâtre des empreintes de pneus en espérant les valider quand la police disposerait d'un suspect. Mais cela serait difficile, voire impossible, sans d'abord identifier la victime. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut qu'il s'agissait d'une femme et qu'elle était morte des suites de traumatismes infligés à la tête par un objet contondant. La seule chose qui avait résisté aux flammes, c'étaient les dents de la victime. Il y avait également un collier de perles et une bague ornée de la lettre E. À en juger par sa taille et l'étroitesse de ses hanches, la victime avait entre 18 et 25 ans. Il était également possible qu'elle soit d'origine hispanique. Pour le lieutenant Carlos Sevilla du service d'enquête criminelle de l'Illinois, cette information était bien mince. La première chose à faire est d'identifier la victime. Dans ce cas en particulier, c'était difficile parce que nous ne disposions pas de photos d'elle pendant notre recherche. Les enquêteurs commencèrent par interroger les gens qui vivaient à proximité de l'endroit où le corps avait été retrouvé. Le commis d'une station d'essence se rappelait avoir vendu un bidon d'essence la veille. Il aida les enquêteurs à dresser un portrait robot du client en question. Le portrait fut publié dans les journaux locaux, mais il n'y eut pas de suite. Les détectives décidèrent ensuite de porter l'affaire dans les médias à travers l'État. Le téléphone se mit à sonner, mais après 2 semaines, les détectives n'étaient toujours pas parvenus à déterminer l'identité de la victime. Ils s'adressèrent ensuite au service d'anthropologie judiciaire de l'État pour obtenir de l'aide. Après avoir radiographié le crâne de la victime, les experts en firent un modèle en 3 dimensions, puis ils ajoutèrent de la pâte à modeler pour lui fabriquer un visage. Ce n'était sans doute pas une réplique exacte du visage de la victime,
mais peut-être cela suffirait-il à provoquer chez quelqu'un une étincelle qui donnerait une nouvelle piste. Des photographies de la tête et des bijoux de la victime furent envoyées à la presse locale. Malheureusement, il n'y eut pas de suite. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis le meurtre. Les chances de le résoudre s'amenuisaient de jour en jour. Et le tueur était toujours en liberté. Après plusieurs semaines d'enquête, les détectives n'étaient pas encore parvenus à résoudre le meurtre brutal d'une femme dont le corps avait été incendié au bord d'une autoroute de l'Illinois. Les policiers entendaient bien résoudre cette enquête. Ils envoyèrent le crâne et les dents de la victime à Stephen Smith, un expert dentiste judiciaire. D'après la courbure de la mâchoire, la victime semblait être asiatique et non hispanique, comme on l'avait d'abord cru. Après avoir analysé son anatomie générale, Smith se concentra sur chacune des dents. Elle avait une obturation temporaire, ce qui signifie qu'elle devait retourner voir son dentiste prochainement. J'ai également remarqué une perte osseuse dans ce secteur. Elle avait une maladie de gencive et consultait sans doute un spécialiste. Ces informations donnaient un nouvel aperçu de l'âge de la victime. J'ai examiné son dossier et j'ai fait ma propre évaluation de son âge. Selon mon expérience, elle avait entre 38 et 40 ans, peut-être même 42 ou 43 ans. L'écart ne pouvait pas dépasser 5 ans. Les conclusions de Smith ne correspondaient en rien à la description initiale de la victime. Dans cette enquête, nous avons rencontré quelques difficultés parce que nous recherchions une victime entre 18 et 25 ans. Lorsqu'on nous a donné ces informations additionnelles, c'était comme si une nouvelle porte s'ouvrait à nous. 2 mois s'étaient écoulés depuis la découverte du corps en flammes. Les détectives introduisirent les nouvelles informations dans le système informatique de la police d'État. Cette fois, ils furent récompensés de leurs efforts. Quelques heures plus tard, ils reçurent un appel du bureau du shérif de DuPage County. Une personne portée disparue correspondait à leur nouvelle description. La police d'État rencontra le shérif de DuPage pour discuter de l'enquête. On leur apprit que Erlinda Anderson était une femme de 43 ans dont la disparition avait été signalée par sa sœur au début du mois de mars. Native des Philippines, elle était venue aux États-Unis pour y épouser William Anderson. Le fait que le prénom de la victime commençait par la lettre E donnait à penser aux détectives qu'ils étaient sur la bonne voie. Les agents de DuPage avaient interrogé William Anderson peu après la disparition de sa femme. Lors de l'interrogatoire, Anderson avait reconnu avoir rencontré Erlinda par le biais d'une annonce classée. Elle cherchait un mari américain. Anderson, quant à lui, cherchait une compagne. La relation s'était bien amorcée, selon lui. Erlinda semblait heureuse de vivre dans un ménage de classe moyenne. Mais plus les années s'écoulaient, et plus Erlinda avait le mal du pays. Anderson avait insisté sur le fait que sa femme n'avait pas disparu. De fait, il l'avait vue, disait-il, monter à bord d'un avion en partance pour les Philippines au début du mois de mars. Les enquêteurs de DuPage avaient ensuite interrogé les amis d'Erlinda.
Ces derniers avaient confirmé qu'Erlinda était malheureuse depuis qu'elle vivait aux États-Unis, principalement à cause de William. Elle voulait rentrer aux Philippines. Il était cependant étrange qu'elle n'ait pas donné de nouvelles depuis autant de mois. Les déclarations contradictoires de William et les informations fournies par l'analyse judiciaire de Smith donnaient à penser que la victime découverte au bord de l'autoroute était bien Erlinda Anderson. Mais il faudrait en faire la preuve avant d'enquêter sur le suspect numéro 1, son mari, William. Les policiers firent émettre un mandat pour obtenir le dossier dentaire d'Erlinda. On le fit parvenir à l'expert judiciaire Stephen Smith pour qu'il effectue des comparaisons. En attendant les résultats, les détectives examinèrent attentivement l'alibi de William Anderson. Ce dernier avait déclaré avoir vu Erlinda monter à bord d'un avion en partance pour les Philippines. Les policiers interrogèrent les responsables des lignes aériennes. Anderson avait bien fait l'acquisition d'un billet pour Manille au nom d'Erlinda. Mais une semaine avant la découverte de son corps, des documents indiquaient qu'il avait demandé un remboursement pour ce billet. Erlinda n'était donc jamais montée à bord de l'avion pour les Philippines. William Anderson avait menti. Mais si ce dernier avait tué sa femme, la question était de savoir pourquoi. Une vérification de ses antécédents permit à la police de découvrir qu'Erlinda était sa 5e épouse. Et à en juger par ses relevés téléphoniques, elle n'aurait pas été sa dernière. Anderson avait téléphoné à maintes reprises à une de ses collègues de travail. Cette dernière était mariée. Elle reconnut à contre-cœur qu'Anderson et elle avaient eu une liaison. Anderson s'était plaint à elle du fait qu'Erlinda dépensait tout son argent et qu'elle envoyait sans cesse des cadeaux à sa famille et ses amis aux Philippines. Le lendemain de la découverte du corps, William l'avait emmenée au restaurant. Il lui avait demandé de quitter son mari et de l'épouser. Elle lui a alors demandé « Mais qu'en est-il de ta femme ?» Et Anderson lui a répondu de ne pas s'inquiéter à son sujet, qu'elle ne reviendrait pas. L'enquête était maintenant entre les mains de l'expert judiciaire Stephen Smith. Lorsque ce dernier procède à une identification, il superpose la radio connue du patient à celle de la victime. Dans ce cas-ci, je peux la prendre et la déplacer ainsi et tout à coup j'obtiens une image nette. C'était embrouillé, maintenant c'est très net. Cela signifie que les deux radiographies sont identiques. Après plusieurs mois de frustration, le corps avait enfin été identifié. Il s'agissait d'Erlinda Anderson. Les détectives désiraient obtenir davantage de preuves. Ils rendirent visite à William Anderson. Ils lui demandèrent de les suivre au poste pour y subir un nouvel interrogatoire. Pendant la séance, ils obtinrent un mandat pour examiner son véhicule. Les empreintes de pneus de la scène ne correspondaient pas aux pneus du véhicule d'Anderson, mais dans le coffre arrière et sur certains objets qu'il contenait, on pouvait voir des taches rouges. Des analyses confirmèrent qu'il y avait du sang humain sur un coupe-vent et sur une clé pour déboulonner les pneus. L'échantillon de sang était trop détérioré pour servir à une comparaison, mais c'était un autre indice incriminant. Les résultats de l'examen furent transmis aux policiers.
William Anderson fut mis en état d'arrestation. Les enquêteurs croient qu'Anderson a utilisé la clé pour frapper Orlinda à la tête. Une fois le meurtre commis, il a mis son corps dans l'auto et a emprunté l'autoroute 55. Il l'a arrosé d'essence en pensant que tous ses problèmes partiraient en fumée. Sans l'expertise d'un dentiste judiciaire, il aurait peut-être échappé à la justice. Mais ce ne fut pas le cas. William Anderson fut trouvé coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Certains meurtriers tentent de cacher l'identité de leurs victimes. Lorsqu'ils y parviennent, ils ont une chance de plus d'échapper à la justice. Mais les experts judiciaires ont heureusement appris à reconnaître leurs actes gravés à jamais dans les os de leurs victimes.